Cette question de la présence ou de l'ancrage de Lucé Louvain en Extrême-Orient, elle se pose à toute une série de niveaux. Ce que j'ai essayé avec un groupe de collègues et d'amis, c'est de visibiliser cette présence à l'UCL. Et cette visibilisation, elle était assurée d'une part par les colloques, c'est-à-dire par la présence de collègues étrangers ici à Louvain, mais également par la publication d'une série placée sous le titre « Rencontre Orient-Occident ». Donc il s'agit bien, non pas d'une série d'études asiatiques, mais d'une série d'études de rencontres, de moments de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Alors cette série comporte un nombre respectable de volumes en quelques années, mais cette série comporte deux types d'ouvrages différents. Ce sont soit des actes de colloques, c'est-à-dire des volumes collectifs résultant d'un ou deux colloques. Ce sont des volumes collectifs, mais qui ne résultent pas nécessairement de colloques, par exemple sur la diplomatie belge et l'Extrême-Orient, qui rassemble 3 gros articles. Et ce sont enfin des monographies, par exemple celle de la professeure Lee sur la correspondance d'un ministre français avec les jésuites de Chine et sur les mémoires de Chine publiées par d'ex-jésuites à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une forme de visibilisation qui, dans notre monde académique et scientifique, est importante parce que l'écrit, même s'il est numérisé, même s'il est dématérialisé, reste un élément important. J'ai eu l'occasion de le constater à de nombreuses reprises. Une publication, même ancienne, peut à un moment donné résonner avec les préoccupations d'un chercheur à l'autre bout du monde et enclencher un nouveau programme de recherche. Donc, ces publications, comme pour les journées des archives, m'ont toujours semblé vraiment importantes. De la même manière que la diffusion, pour ne pas dire la propagande, parmi les étudiants à propos de la mineure en langue et société chinoise a toujours été importante pour simplement leur faire se rendre compte de l'existence de cette possibilité d'ouverture. Au départ de cette mineure, on a aussi eu l'occasion de développer un certain nombre de relations internationales, je le disais, et ces relations internationales ont particulièrement été développées avec Taïwan. Bien évidemment, il n'est pas question de ne pas s'intéresser à la Chine continentale ou à Hong Kong, mais de nouveau par le biais de contacts informels, par le fait que se nouent des amitiés, c'est plutôt vers Taïwan que les choses ont pu se concrétiser. Non pas qu'elles se soient dirigées prioritairement vers Taïwan, c'est là qu'elles se sont concrétisées. La situation avec la Chine continentale, d'autant plus avec les évolutions récentes, est très compliquée en matière de coopération universitaire. Hong Kong n'était pas encore à l'époque dans la situation qui est la sienne en 2021, mais il n'empêche que cette concrétisation des collaborations s'est
principalement fait avec les universités taïwanaises. Et c'est encore avec les universités taïwanaises que se développent à l'heure actuelle des projets, par exemple, de co-enseignement ou de co-diplomation au niveau du master comme au niveau du doctorat, ce qui, de mon point de vue, a pour bénéfice essentiel de multiplier les contacts et les relations personnelles. Alors, il est évident que dans ce contexte, la pandémie de Covid-19 a posé toute une série de problèmes et je ne peux espérer qu'une seule chose, c'est que ça ne tue pas dans l'œuf des projets qui devaient commencer il y a 2 ans et qui imposaient pratiquement une rencontre en face à face. Donc on est là dans une situation qui est vraiment difficile. On peut se demander pourquoi on m'avait chargé de ces relations internationales de la faculté, de les coordonner, de les organiser un peu, de les diffuser. J'ai toujours pensé que l'international était une dimension essentielle de l'université. J'ai pu être professeur invité à l'École des hautes études en sciences sociales, comme je l'avais été à l'École des Chartes, par Gérard Béaur, et sur des questions qui portaient vraiment sur l'histoire des campagnes et l'histoire de la famille. J'ai pu être invité à l'Université Laval, à l'occasion d'une année sabbatique, où j'ai passé 6 mois là-bas, en animant un séminaire où je confrontais les étudiants de la maîtrise à des sources concrètes que j'avais apportées avec moi. Donc une expérience très très intéressante et une forme très différente d'enseignement. Donc là aussi, pleine d'enseignement pour l'enseignant lui-même et extraordinairement enrichissante. Donc je n'ai eu de cesse de pousser les étudiants à partir, d'encourager mes collègues à faire cette expérience internationale, ce qui n'était pas réellement un problème pour les plus jeunes, mais peut-être un peu plus difficile pour les plus âgés. Et donc, cette question de l'international a été vraiment importante dans mon parcours et m'a très souvent ouvert un certain nombre de fenêtres d'interprétation sur des phénomènes auxquels j'étais confronté. C'est notamment le cas avec le projet eurasien qui était essentiellement géré par Michel Horis, mais également par un collègue japonais qui s'était vu offrir par le gouvernement japonais l'ouverture d'une ligne de crédit en récompense de toute sa carrière. Donc, à bon entendeur, salut si jamais... Donc, il y a vraiment là un enrichissement qui est considérable. Et je dirais que le dernier projet auquel j'ai vraiment accordé de l'importance et avec lequel j'ai vraiment été impliqué, qui vient d'ailleurs non pas de se clôturer, mais de se concrétiser par la publication d'une grosse monographie, 520 pages, sur les auxiliaires laïcs des missions, donc une histoire de 80 ans d'insertion dans l'Église et dans le monde, des auxiliaires qui, par définition, voulaient témoigner de l'universalité de l'Église. Donc elles sont internationales, par définition, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe. Alors, c'était très intéressant et là, c'est peut-être une parenthèse, mais mon départ du projet Carrefour de Louvain-la-Neuve, puis de cette association il y a 30 ans, s'était fait dans une certaine incompréhension. Et j'ai eu l'occasion de partager cette expérience de d'écriture d'une histoire dans un séminaire sur l'éthique de la recherche, en soulignant la place que jouait le rôle du chercheur. Et ce rôle du chercheur, en l'occurrence, il était très particulier, puisque j'avais été membre de cette association pendant une dizaine d'années.
J'en étais sorti sur un nombre considérable de malentendus. Et puis finalement, je comprenais, 30 ans plus tard, ce qui s'était passé. Pourquoi ça s'était passé de cette manière-là. Donc, pour moi, ça a été extrêmement intéressant. Alors, ce projet se situait, ce travail se situait dans un projet sensiblement plus large, portant sur la personnalité de Vincent Leb, un prêtre missionnaire en Chine, prêtre d'origine belge, missionnaire en Chine, et qui bouscule totalement les pratiques missionnaires de son époque. Il arrive en Chine en 1901, directement après la révolte des Boxers, et il n'accepte pas ce piédestal sur lequel les missionnaires européens se sont mis, ce qui naturellement pose un problème à ses confrères, pas à tous, mais à une majorité malgré tout. Et donc, il va travailler pendant plus de 26 ans, puisque c'est en 1926 que cela arrive, à la création d'une église proprement chinoise, c'est-à-dire une église avec des évêques chinois. Et c'est ce qui est fait en 1926, en octobre 1926, à Rome, où sont sacrés les 6 premiers évêques chinois. Et alors, lui qui a été renvoyé de Chine parce que ses confrères missionnaires n'en voulaient plus, peut retourner en Chine appelé par un de ces évêques chinois. Donc, il sera d'ailleurs le premier missionnaire occidental à être naturalisé chinois, à obtenir son passeport chinois, et il est le seul missionnaire occidental à figurer à Taipei parmi les martyrs de la République de Chine, au mémorial des martyrs de la République de Chine. Alors, ce qui était intéressant, si je puis dire, en se penchant sur cette personnalité, c'était bien sûr de se pencher sur son action. Toute une série de réalités qui avaient déjà été bien mises en lumière, mais Vincent Leb a un héritage au XXIe siècle. Il est mort en 1940 et les sociétés, les organisations qu'il a fondées sont plus ou moins toujours en activité. 2 sociétés chinoises, une société de prêtres, les Petits Frères de Saint Jean-Baptiste, une société de religieuses, les Petites Sœurs de Sainte Thérèse, et 2 sociétés occidentales, ce sont 2 congrégations chinoises, 2 sociétés occidentales, d'une part les auxiliaires laïcs des missions, pas fondées par Vincent Leb, mais dans l'esprit de Vincent Leb, et d'autre part la société des auxiliaires des missions, cette fois-ci une société de prêtres, qui ferme son séminaire en 1972, après avoir formé un peu plus d'une centaine de prêtres qui sont partis se mettre au service des églises locales. Donc il faut dire que ça, c'était un renversement de situation assez important pour l'époque, puisque c'était des Occidentaux qui se mettaient au service d'évêques indigènes, pour employer la terminologie de l'époque. Donc des Blancs au service de jaunes ou de noirs, c'était franchement inhabituel et très très polémique. Donc à partir de 1972, manifestement la mutation vers les églises locales est faite. Jean Pirotte pourrait certainement en parler beaucoup mieux que moi. Et la SAM semble avoir perdu son sens à l'époque, d'autant qu'en 1956 apparaissent ce qu'on appelle les prêtres fidei donum, c'est-à-dire des prêtres diocésains qui sont mis au service d'évêques locaux. Un peu la même vocation, mais avec un certain nombre de nuances. Alors, ce projet Vincent Leb a donné lieu à 2 colloques en 2015 pour manifester un anniversaire important de la mort de Vincent Leb, puis un autre colloque 2 ans plus tard à Louvain-la-Neuve sur les trajectoires missionnaires.
Et il devrait en principe donner lieu à un colloque de conclusion en 2022 à Fujian, à l'Université catholique Fujian à Taïwan. Donc c'est je dirais un projet d'éméritat qui m'a énormément occupé et je dirais qui m'a permis de comprendre de l'intérieur un certain nombre d'évolutions en Occident et le lien entre l'évolution d'organisations somme toute très spécifiques avec l'évolution de l'Église et du monde occidental en général. Alors cette fois-ci, on est clairement en dehors de mes champs d'études économiques, sociales, vie matérielle. On reste malgré tout dans cette préoccupation de comprendre la réception des images, la constitution et la réception des images de l'Orient en Occident, parce que Vincent Leb a clairement influencé la position de la Belgique vis-à-vis de la Chine. Dans l'entre-deux-guerres, l'opinion européenne se divise entre pro-chinois et pro-japonais. Les Japonais ont clairement la préférence parce qu'ils sont ordonnés, occidentalisés, ils sont manifestement en pleine modernisation, donc c'est quand même quelque chose qui frappe les esprits occidentaux. Tandis que Hergé le montre bien dans certaines planches du Lotus bleu, bien pour les Occidentaux, la Chine, c'est la famine, c'est les épidémies, les inondations, les enfants qu'on jette dans les fleuves parce qu'on ne peut pas les entretenir, c'est les bandits. Donc c'est une image qui est plutôt négative. Et par l'intermédiaire de Vincent Leb et de ses prêtres missionnaires, bien Hergé lui-même va être amené à changer complètement son image et à faire que la Belgique sera nettement moins pro-japonaise que d'autres parties de l'Europe, et pas seulement pour des raisons de fascisme ou de nazisme. Donc c'est vraiment des questions à proprement culturelles qui vont jouer d'impact de certaines images qui vont jouer. J'ai eu l'occasion d'évoquer d'ailleurs pour cette période les centres d'intérêt des orientalistes. Eh bien, les orientalistes, si on en croit la Bibliotheca Sinica de Henri Cordier, les orientalistes vont se centrer essentiellement sur l'Antiquité. Une Antiquité glorieuse, etc. etc. Et l'autre gros paquet de publications, ce sont des publications presque journalistiques sur la situation de la Chine contemporaine, avec comme préoccupation principale comment y faire de l'argent. Et donc là, il y a tout un pan d'histoire chinoise, pratiquement des Han jusqu'au XIXe siècle, qui disparaît d'une certaine façon de l'horizon mental occidental. Bon, bien sûr, la sinomanie est très présente en Europe au XVIIIe siècle. Il n'y a pas un chalet, il n'y a pas un château, pardon, qui n'ait son pavillon chinois ou son salon chinois. C'est parfois très étonnant de découvrir ces objets de sinomanie dans les coins les plus reculés de certains châteaux. Mais cela montre qu'il y a une fascination d'une certaine façon de l'exotisme et que au XIXe siècle, cette fascination de l'exotisme fait place, pourrais-je dire, presque à un dégoût de la réalité chinoise. Et donc, Vincent Leb est à contre-courant radicalement, aussi bien du point de vue de l'inculturation du christianisme que du point de vue de la réception de l'image. Et son action sera d'ailleurs
très critiquée par les missionnaires, mais sera déterminante pour l'évolution de la mission. Donc, je crois qu'il y a là cette forme de continuité, voire même cette forme de retour aux sources, à force d'avoir voulu être orientaliste et de ne pas avoir suivi cette vocation, bien j'ai recommencé à les étudier, ces orientalistes, mais alors cette fois-ci comme un entomologiste examine quelques insectes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné d'essayer de comprendre et d'entrer dans ce monde. Et là aussi, les contacts humains avec les collègues taïwanais m'ont véritablement aidé à comprendre, non pas la civilisation chinoise, certainement pas, mais quelques manières de se comporter qui pouvaient faciliter le contact.